Alors, on va parler aujourd'hui des hydrocarbures, leurs réactions et la nomenclature des produits obtenus par ces réactions. Donc, on commence par les alcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule générale CN, H2N, plus 2. La première réaction, c'est la destruction par le Cl2. Cette réaction se fait à la lumière solaire directe. Donc, si je mets un alcane, par exemple ici j'ai mis quoi? Le méthane, avec Cl2, le dichlore, mais à la lumière solaire directe et pas la lumière indirecte, j'aurai quoi? Une destruction. Donc la molécule CH4 se détruit en carbone plus HCl. Il faut mettre ici 4 pour avoir une réaction équilibrée. Et par suite, je vais mettre 2 ici pour équilibrer les atomes de chlore. Donc la réaction de destruction, c'est quoi? C'est alcane plus Cl2 à la lumière solaire directe. J'obtiens carbone plus HCl et ensuite j'équilibre l'équation. On peut aussi faire un petit exercice, si vous voulez, chez vous. On va essayer de trouver, équilibrer cette réaction. C'est quoi? C'est la destruction de l'éthane par Cl2. Donc, il faut quoi? Il faut mettre un 6 ici pour équilibrer l'hydrogène, parce que j'ai ici 6 hydrogènes. Il faut mettre 2 avant le carbone pour équilibrer le carbone. Et par suite, si j'ai 6 Cl, il faut mettre ici quoi? Il faut mettre 3 Cl2. Une autre réaction des alcanes, c'est la substitution par le Cl2. Donc, cette fois-ci, j'ai mis le méthane, mais avec quoi? Avec du dichlore, mais à la lumière diffuse et pas la lumière directe. Donc, c'est une lumière diffuse, comme la lumière qu'on est dans la maison, par exemple, qui vient de... C'est vrai qu'elle vient du soleil, mais ce n'est pas des rayons directs. Dans ce cas, la réaction n'est pas une destruction, mais une substitution. Ça veut dire quoi, une substitution? Un remplacement. Je remplace un certain nombre d'hydrogène par un certain nombre de chlore. Par exemple, dans ces deux réactions, dans la première, j'ai remplacé 2 des atomes d'hydrogène par 2 atomes de chlore. Donc, c'est une substitution, remplacement. Et j'obtiens quoi? J'obtiens HCl et Cl2. Ces réactions ne sont pas bien équilibrées. Pour les équilibrer, il faut quoi? Il faut ajouter 2 ici et 2 là. Dans ce cas, j'ai équilibré le chlore parce que j'ai équilibré l'hydrogène. Les 2 hydrogènes que j'ai perdus ici, ils ont formé quoi? 2 HCl. Par suite, je compte les Cl formés ici et là. Je trouve 4, donc il faut mettre quoi? 2. Si je vais, cette fois-ci, je vais remplacer quoi? Je vais remplacer les 4 hydrogènes par les chlores. Donc, j'ai besoin d'obtenir 4 HCl et par suite, j'aurai besoin de 4 Cl2. Donc, on remarque quoi? Durant la substitution, le nombre de Cl2 utilisé égale toujours le nombre de HCl formé égale le nombre d'hydrogène remplacé. Égale le nombre d'hydrogène remplacé. Vous pouvez s'entraîner en équilibrant cette équation. C'est quoi? C'est la substitution de l'éthane par Cl2. On a substitué combien d'hydrogène? On a substitué 3 hydrogènes. Par suite, il me faut ici 3 HCl et il faut là 3 Cl2 et tout sera équilibré. On passe maintenant à la nomenclature. CH3Cl, comment on le nomme? CH3Cl, c'est un méthane où on a remplacé un d'hydrogène par un chlore. Par suite, ça s'appelle CH2Cl2, CHCl3 et CCl4. Ce sont les produits de substitution du méthane. Le premier s'appelle chlorométhane parce que j'ai remplacé un hydrogène par un chlore. Le deuxième s'appelle dichlorométhane, le troisième trichlorométhane et le quatrième tétrachlorométhane. Si je travaille avec l'éthane maintenant, C2H5Cl, c'est le chloroéthane. C2H4Cl2, c'est le dichloroéthane. Mais dans ce cas, j'ai 2 possibilités. Soit les 2 chlores sont sur le même carbone, soit chacun des chlores c'est sur un carbone. Donc, si
j'essaie de nommer ces deux produits. Donc, dans le premier, je le nomme 1,1 dichloroéthane parce que le 2 chlore se trouve sur le même carbone. Et le deuxième, je le nomme 1,2 dichloroéthane parce que chacun des chlores est sur un carbone. Pour le trichloroéthane aussi, je peux voir qu'il y a deux possibilités, soit 2 chlores sur le premier et 1 chlore sur le deuxième, soit les 3 chlores sur le premier. Par suite, le premier s'appelle 1,1,2 dichloroéthane, alors que le deuxième s'appelle 1,1,1 trichloroéthane. Donc le 1,1,2 signifie quoi? Que les 3 chlores sont disposés 2 sur le premier carbone et 1 sur le deuxième carbone, alors que 1,1,1, tous les 3 se trouvent sur le premier carbone. On a ici le tétrachloroéthane, aura comme formule C2H2 Cl4. Donc j'ai remplacé 4 des hydrogènes par des chlores. Aussi pour le tétrachloroéthane, il y a deux possibilités. On va les voir ensuite. Pour le pentachloroéthane, on a remplacé 5 et enfin l'hexachloroéthane où on a remplacé 6 chlores. Dans le cas de tétrachloroéthane, je peux avoir 1,1,1,2 tétrachloroéthane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le premier carbone, j'ai 3 chlores et sur le deuxième, j'ai un seul. Et je peux avoir 1,1,2,2. Donc 2 sur le premier et 2 sur le second carbone. Je ne peux pas avoir d'autres possibilités parce que chaque carbone, dans le cas de l'éthane, ne peut pas avoir plus que 3 atomes de chlore. Pour le pentachloroéthane, il est nécessaire que ça soit quoi? 1,1,1,2,2 pentachloroéthane. Ça veut dire que 3 chlores se trouvent sur le premier carbone et 2 chlores se trouvent sur le deuxième carbone. Il n'y a pas autre possibilité. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de mettre 1,1,1,2,2 avant le nom du quoi? Du pentachloroéthane. Même chose pour l'hexachloroéthane où j'ai remplacé tout. Il n'est pas nécessaire de mettre 1,1,1,2,2,2 car cela signifie qu'ils possèdent quoi? Ils ont remplacé tous les hydrogènes par des chlores. On passe maintenant aux alcènes. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés avec une quoi? Une double liaison. Donc, c'est un hydrocarbure insaturé à double liaison. Les alcènes subissent des réactions de quoi? D'addition. Donc, contrairement aux alcanes qui subissent des réactions de substitution, on remplace les hydrogènes. Là, je ne remplace rien. J'ajoute de nouveaux atomes sans enlever les anciens atomes sur la molécule. Donc, XY est une molécule. J'enlève la double liaison. Lorsque j'enlève la double liaison, chaque carbone aura un électron célibataire qui pourra faire quoi? Une liaison covalente simple avec un nouvel atome. Et par suite, je remplace la double liaison ici par X sur l'un et Y sur l'autre. Ça, c'est le schéma général d'une addition. On va voir 4 additions. L'addition de H2 ou hydrogénation, l'addition de Cl2 ou chloration, l'addition de HCl ou hydrochloration et l'addition de H2O ou hydratation. On commence par H2, l'addition de H2 qui est l'hydrogénation. OK? Donc, comme vous voyez, ça obéit au schéma général d'une addition. Donc, la double liaison disparaît et j'aurai addition de 2 atomes d'hydrogène sur chaque atome de carbone de la double liaison. Cette réaction se fait par chauffage. Donc, pour avoir cette réaction, il faut avoir un chauffage en présence du nickel comme catalyseur. Donc, elle a besoin d'un catalyseur qui est le nickel et en présence du quoi? En présence d'un chauffage. C'est une syne addition. Pourquoi j'ai dit syne addition? C'est-à-dire les 2 atomes d'hydrogène se fixent sur la même face de la molécule. Donc, ils se fixent sur la même face de la molécule. Donc, du même côté. C'est pour cela que j'ai mis les 2 H d'en haut, par exemple. Je pourrais les mettre tous les deux, mais en bas. Maintenant, je vais le comparer avec une autre réaction. Vous allez voir quelle est la différence entre syne addition et anti-addition. Pour l'addition de Cl2, comme vous voyez, ça subit aussi le même figure. Donc, la double liaison disparaît et j'aurai ajout de quoi? De Cl sur chaque atome de carbone. Mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai mis les chlores, chacun d'un côté. Un d'en haut et un en bas. Cette réaction se fait facilement sans catalyseur. C'est une anti-addition, c'est-à-dire les 2 atomes de chlore se fixent sur les 2 faces de la
molécule. Vous voyez la différence entre la signe addition ici. Donc, j'ai mis les deux hydrogènes du même part, mais là, j'ai mis le chlore chacun du côté. Le composé obtenu s'appelle X plus 1 dichloroalkane parce que j'ai mis deux chlores sur deux carbones adjacents. Si l'un a le numéro X, l'autre aura nécessairement le numéro X plus 1. Donc, c'est pour cela que j'ai nommé X, X plus 1 dichloroalkane. La troisième addition, c'est l'addition de quoi? De HCl, ou hydrochloration. Comme vous voyez, est-ce que c'est une addition ou anti-addition? C'est bien une anti-addition, parce que j'ai ajouté l'hydrogène d'une part et le chlore d'autre part. Cette réaction se fait facilement sans catalyseur. C'est une anti-addition aussi, c'est-à-dire l'atome de chlore se fixe sur une face et l'atome d'hydrogène sur une autre face de la molécule. Il faut faire attention que cette addition n'est pas une addition symétrique. Donc les deux atomes ne sont pas identiques que j'ai ajoutés. L'un est H et l'un est Cl. Cette réaction obéit à la règle dite de Markov-Nikov. C'est quoi la règle de Markov-Nikov? La règle de Markov-Nikov me dit que si j'ai une double liaison et j'ai besoin d'ajouter HCl, quelque chose qui n'est pas symétrique, deux atomes qui ne sont pas identiques. Cette règle m'aide à choisir sur quel carbone de la double liaison je vais placer le H et sur quel carbone je vais placer le Cl. Donc, je divise la molécule de cette façon au niveau de la double liaison et je regarde les deux parts. Ici, j'ai combien d'atomes de carbone? J'ai un atome de carbone. Et ici, j'ai deux atomes de carbone. Par suite, il faut ajouter l'hydrogène du côté, sur le côté moins carboné. Le côté qui possède moins de carbone, j'ajoute l'hydrogène. Et sur le côté qui possède plus de carbone, j'ajoute quoi? Le chlore. Si je mets un catalyseur qui s'appelle le peroxyde, l'addition est anti-Markov-Nikov. Ça veut dire qu'elle n'obéit plus à la règle de Markov-Nikov. Cette fois-ci, j'ajoute l'hydrogène où l'hydrogène se fixe sur le côté le plus carboné. Enfin, on arrive à l'addition de H2O. L'addition de H2O se fait comme si j'ai additionné H et OH. H2O peut s'écrire quoi? HOH. Donc j'ajoute H sur l'un des carbones et OH sur l'autre. Et j'enlève la double liaison. Aussi, c'est une quoi? C'est une anti-addition. Elle se fait en milieu légèrement acide, c'est-à-dire le groupe hydroxyl OH se fixe sur une face et l'atome d'hydrogène sur une autre face de la molécule. Cette réaction obéit à la règle de Markov-Nikov aussi. Ça veut dire que l'hydrogène va se fixer sur le côté moins carboné. Si je veux avoir une addition anti-Markov-Nikov et je vais ajouter l'hydrogène sur l'autre carbone, qu'est-ce que je fais? J'utilise un catalyseur qui s'appelle l'hydroboration, une méthode qui s'appelle la hydroboration. Elle aboutit à une addition anti-Markov-Nikov. Le composé que j'ai obtenu ici, c'est quoi? C'est un alcool. Le produit obtenu est un alcool. On le nomme en utilisant la terminaison ol. Exemple, si j'ai deux atomes de carbone, CH3, CH2, OH, ça s'appelle éthanol parce que l'alcool se trouve sur le numéro 1. OH, c'est le groupe de l'alcool. Donc, éthanol. Pour l'autre, propanol, je peux avoir deux. Soit le OH, c'est sur le carbone numéro 1, j'appelle propane 1-ol, soit le OH, c'est sur le carbone numéro 2, je l'appelle propane 2-ol. On passe enfin aux alcynes. Les alcynes sont les troisièmes types d'hydrocarbures qu'on va étudier. L'hydrocarbure insaturé de triple liaison. On peut avoir sur les alcynes deux additions parce qu'ils possèdent une triple liaison. Donc, si cette triple liaison est transformée en simple liaison, le carbone peut fixer deux atomes. Donc, on peut fixer deux atomes sur chaque carbone de la triple liaison. Aussi, on va voir les quatre possibilités. Donc, pour l'addition de H2,
je peux additionner cette fois-ci deux hydrogènes, deux H2, deux dihydrogènes, et avoir l'alkane. Donc cette réaction se fait par chauffage en présence de nickel comme catalyseur. On a transformation de l'alcyne en alkane. Si je veux, par exemple, additionner une seule molécule et conserver une double liaison au lieu d'avoir une simple liaison et obtenir un alkane, je vais obtenir un alcène. Dans ce cas-ci, j'utilise un autre catalyseur qui est le palladium désactivé. Donc, si j'utilise au lieu de nickel le palladium désactivé, je m'arrête sur l'étape alcène au lieu d'avoir alkane à partir d'un alcyne. On a transformation de l'alcyne en alcène, dont la géométrie est en Z, car c'est une syne addition. Comme on a déjà dit que l'hydrogénation avec le nickel était une syne addition, ça veut dire que les deux hydrogènes sont ajoutés de même part, donc j'obtiens un alcène. Cet alcène-là est appelé de géométrie Z. On va voir ensuite, je vais l'expliquer à part, qu'il existe quoi? Qu'il existe deux types d'alcènes. Les alcènes Z et les alcènes E. Les alcènes Z sont ceux qui ont les deux groupes similaires de même part, comme ici. On a les deux hydrogènes sont de même part, donc c'est quoi? C'est un alcène de type Z. On va voir comment ça fait un alcène de type E. Si j'utilise d'autres catalyseurs qui sont le sodium et l'ammoniac, j'aurai formation de quoi? D'un alcène, mais cette fois-ci, c'est un alcène de type E. Donc cette réaction permet la transformation de l'alcyne en alcène dont la géométrie est en E. On a remarqué quelle est la différence entre un alcène Z, les deux hydrogènes sont de la même côté, alors que l'alcène E a les hydrogènes chacun d'un côté. Pour l'addition de Cl2, j'aurai addition de deux molécules de Cl2. Je ne peux pas arrêter à une seule étape. Et par suite, j'aurai un composé tétrachloroalkane, un tétrachloroalkane, dans lequel deux chlores se trouvent sur un carbone et deux chlores sur le carbone adjacent. Pour l'addition de HCl ou hydrochloration, aussi, j'aurai addition de l'hydrogène sur deux hydrogènes sur l'un des carbones et deux chlores sur l'autre, et c'est une réaction que j'obtiens un dichloroalkane. Elle obéit aussi à la règle de Markovnikov, ça veut dire les hydrogènes vont se mettre sur le côté le moins carboné et les deux chlores sur l'autre côté, mais en présence de peroxyde, j'aurai quoi? Une anti-Markovnikov. Pour la réaction avec H2O, il faut faire attention ici. Cette fois-ci, l'alcyne peut obtenir une seule molécule de H2O au lieu de deux. J'ai coloré ici les hydrogènes, chacun en une couleur, pour pouvoir les poursuivre à travers la réaction. Donc, le triple liaison va se transformer en simple liaison. J'additionne l'hydrogène sur un carbone et le OH sur un autre. J'obtiens un composé qui possède une double liaison et OH. Ce composé est appelé énol. Pourquoi on l'appelle énol? Parce que N, ça veut dire quoi? Alcène, il a une double liaison. Et ol, car il possède quoi? Il possède OH, alcool. Donc c'est un énol. L'énol est un composé instable. L'énol est un composé instable, il va se transformer en un autre composé plus stable. Comment il va faire? Il va déplacer son hydrogène rouge, qui est celui de OH, sur le carbone adjacent, et la double liaison va passer de C, double liaison C vers C double liaison O. Donc j'obtiens ce composé qui a un C double liaison O. Le C double liaison O s'appelle groupe carbonique. Donc il y a formation d'un énol instable qui se réarrange en un composé carbonylé, un aldéhyde ou une cétone. On va ouvrir la parenthèse de la nomenclature de ces composés. Donc les éthanal et le propanol. C'est quoi ça? Ce sont les composés carbonylés. L'éthanal possède C double liaison O, mais sur le C double liaison O possède aussi quoi? Un atome d'hydrogène. Ce groupement de C double liaison O, H s'appelle aldéhyde. Donc cette fonction s'appelle la fonction aldéhyde
et on le nomme en changeant la terminaison par al. Donc éthanal, pourquoi j'ai appelé éthanal? Parce qu'il possède deux atomes de carbone comme l'éthane, et puisqu'il a ce groupement cellule liaison OH, c'est un aldéhyde qui se termine par al, éthanal. Pour l'autre, c'est le propanone. Il possède trois atomes de carbone, donc il a le nom propane, bien. Mais d'où vient la terminaison on? Parce qu'il appartient à la famille des cétones. La famille des cétones est caractérisée par le C double liaison O, mais cette fois-ci, le C double liaison O ne possède pas un hydrogène. Donc le carbone qui porte le C double liaison O ne relié à aucun hydrogène. Dans ce cas, ce n'est pas un aldéhyde, mais une cétone. Et les cétones se terminent par on, propanone. Ici, j'ai quoi aussi? J'ai une cétone, parce que le carbone, il porte le double liaison O, est relié à deux autres carbones, il n'est pas relié à aucun hydrogène. Donc c'est aussi une cétone qui se termine par on. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, donc ça s'appelle pentane, pentanone. Mais pour distinguer entre les deux, je vais mettre pentane 2 on et pentane 3 on, pour dire que ici la double liaison O se trouve sur le carbone numéro 2, alors que ici le double liaison O se trouve sur le carbone numéro 3. Donc j'ai nommé pentane 2 on et pentane 3